Bonjour et bienvenue dans Jaftamer 55 avec Maïté Lone aujourd'hui, en suite de l'émission de la semaine dernière. Maïté Lone est présidente d'honneur des enfants d'Argus, dont nous avons parlé dans l'émission 54 la dernière fois. Mais aujourd'hui, nous ferons un focus sur ses autres rôles, notamment elle est membre à l'Observatoire des violences faites aux femmes en Belgique, l'OFVFF. Elle est également porte-parole à Innocence sans danger Belgique. Elle est d'UXP, ce qui lui apporte un regard professionnel. Et elle est également auteure des livres Enfants abusés, enfants sacrifiés, aux éditions Antidote, parus en début 2020, et également Culture pédocriminelle et prostitutionnelle chez Academia Éditions en fin 2020. Nous aurons également un zoom sur les chiffres qui sont sortis dans la newsletter de l'association Égalité parentale de Thierry Berger que nous recevrons très prochainement, et également un petit refresh sur le lobbying politique. Ne bougez pas, c'est tout de suite après ça. RLP, Radio Libre en Périgord. Alors, quelques chiffres importants que nous apprenons, dont dans cette newsletter. Premièrement, sur le lieu de vie des enfants. 12% des enfants de parents séparés vivent en résidence alternée. C'est un désastre, ce sont des chiffres qui sont en baisse. Ça veut dire qu'il y a moins de monde en 2020-2021, moins d'enfants de parents séparés qui sont en RA qu'en 2015 ou en 2016. 76% des enfants de parents séparés vivent chez leur mère, c'est une conséquence, et donc uniquement 9% vivent chez leur père. Alors, 76 plus 12, 88, plus 9, 97, il en manque 3%. Je suppose qu'ils sont placés. RLP, Radio Libre en Périgord. Alors, de manière plus globale, il y a 14,2 millions d'enfants mineurs en France et 4 millions ont leur enfant séparé. Ça fait un petit peu moins d'un tiers. Un enfant sur 4 de parents séparés n'a plus de relation avec son père. Ça veut dire 25%. Quand vous divorcez, quand vous êtes un père, vous avez une chance sur 4 de perdre vos gamins. 100% de résidence alternée est accordée quand la mère est d'accord, mais refusée 3 fois sur 4 quand elle refuse, ce qui est le problème majeur. Quand madame refuse la demande de résidence alternée du papa, on ne l'a jamais. C'est pour ça qu'autant de pères la demandent pas, et que les avocats pourrissent les conflits de manière à vendre des procédures, à faire durer tout cela. Puis on obtient, le problème, c'est que il faut éviter les crispations, parce qu'autrement on n'a pas la résidence alternée. RLP, Radio Libre en Périgord. Alors, autre partie sur les violences. Une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Un homme meurt tous les 13 jours sous les coups de sa conjointe. 3 personnes au moins se suicident chaque jour. 22,8 hommes et 7,4 femmes pour 100 000 habitants se suicident. Donc ça veut dire que les hommes, en fait, se suicident 4 fois plus que les femmes. 85% des détenus ont été élevés sans père. 63% des jeunes suicidaires sont des enfants élevés sans père. 90% des sans-abri ont été élevés sans père. 3,7% des enfants en danger vivent en réa. 47% chez la mère. 8,6% chez le père. Bon. Au niveau de l'échec scolaire, il y a aussi des conséquences. Il y a 11 fois plus d'actes de violence scolaire chez les enfants élevés sans père. 24% des enfants en famille monoparentale ont redoublé, contre 14% en famille unie et 9% en RA. La résidence alternée, la RA, ça marche. RLP, Radio Libre en Périgord. Alors, ça c'est intéressant aussi. Durée moyenne des audiences au JAF, 17 minutes. Durée moyenne d'attente d'une audience au JAF, 7 mois. Ils sont pas allés à Bobigny, parce que là-bas, ça te prend encore plus longtemps.
76% des Français sont d'accord pour que l'argent sanitaire devienne la règle. Et autre sondage, 92% des Français disent que les pères sont discriminés par les juges. Eh bien écoutez, avec tout ça, ça paraît quand même clair. Gardez vos papas. Vous qui êtes papa, gardez le lien avec vos enfants. Et puis, vu que tout le monde divorce et se sépare sans arrêt, là, essayez de le faire sans vous battre, parce qu'après, c'est un désastre pour tout le monde, pour vous, pour les enfants et pour la société. RLP. Radio libre en Périgord. Avant de rejoindre Maïté Lone, je rajouterai que le 23 avril, nous avons rencontré Catherine Deroche, sénatrice Les Républicains de Maine-et-Loire, qui est également présidente de la commission des affaires sociales. Elle est convaincue par notre cause et elle regardera si une proposition de loi lui convient. Elle proposera à la sénatrice Laure Darcos de la porter, sinon elle pourrait la porter elle-même. Nous devrions avoir prochainement des nouvelles d'elle. Ce même jour, nous avons rencontré une autre députée, dont nous ne pouvons pas donner le nom, qui est également, elle aussi, très favorable à la résidence alternée. Voyant que l'UDI ne peut pas porter notre PPL, elle se propose de la porter dans son groupe parlementaire dans une prochaine niche, et au plus tard dans celle de mars 2022. Voilà, c'est lent tout ça, c'est vraiment très très lent. RLP. Radio libre en Périgord. RLP 102.3 pour la suite du début de la semaine dernière. Vous avez l'habitude dorénavant, toujours avec Maïté Lone, la vice-présidente des enfants d'Argus, qui est également à Innocence en danger Belgique. Donc nous voudrions dans cette émission aborder d'autres thèmes plus universels par rapport aux violences sur les enfants et aux femmes, et donc nous allons en parler avec elle. Maïté, vous êtes toujours avec nous ? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Merci encore de votre temps. Alors, vous êtes aussi, vous, membre de Innocence en danger Belgique. De quoi s'agit-il ? Alors, l'antenne belge, plus spécifiquement, pour le moment, s'occupe de dossiers d'enfants qui ont, par exemple, dénoncé les abus sexuels faits majoritairement par les pères. Et donc, ce sont ce qu'on appelle les cas de parents protecteurs. Donc, la maman va essayer de dénoncer ces agressions à la police. Elle va essayer de les faire constater par le corps médical qui n'est pas toujours très à l'aise de le faire. Et au final, on se retrouve face à une situation qui est complètement renversée par le système judiciaire, qui utilise le SAP, donc le syndrome d'aliénation parentale, pour dire qu'il n'y a pas de preuve que la maman est hystérique, qu'il faut lui retirer la garde et on va placer l'enfant définitivement chez le père agresseur. Et donc finalement, on est devant un dysfonctionnement qui est complètement hallucinant et on est pratiquement face à un espèce de laissez-passer d'inceste. Alors, je vais être obligé d'intervenir parce que vous savez que je suis président d'une association qui s'appelle Équité parentale papa moderne et nous avons parfois... C'est pour ça que j'ai dit majoritairement les papas... Tout à fait. Alors attention, il y a des gens qui sont pas bien partout, et nous les combattons absolument. Mais bon, ça, on va en parler autrement. Mais je vais placer par exemple Catherine Salvadori, qui a publié un livre qu'on a interviewé ici il y a un peu plus d'1 an, qui a été violée par sa mère. L'inceste, malheureusement, ne concerne pas que les filles. Il y a aussi des garçons victimes d'inceste. Ah non, ça je le sais très bien. Et puis il y a des parents qui se comportent très mal. Je suis même la seule dans le milieu féministe qui parle des garçons. Oui. Et encore féministe, je n'aime plus ce terme tellement elle me... Bref. Ça dépend ce qu'on veut dire derrière, parce que nous sommes tous féministes, mais on ne peut pas être anti quelque chose. Sûr, voilà, c'est la différence. Mon féminisme n'est pas celui des radicales féministes et des femmes qu'on voit partout dans la presse. Ça me dépasse. Mais... Je comprends. Non, ce que je voulais dire, c'est que je suis la seule qui parle des petits garçons et qui parle des mères abuseuses. Et pour ça, les féministes me font la guerre. Mais quand on parle d'une thématique, on en parle jusqu'au bout, on se tait, mais toujours parler. Et c'est pour ça que l'Observatoire des violences faites aux femmes m'énerve un peu, parce qu'il ne parle que des femmes et des jeunes filles. En fait, le souci, c'est que comme les pédocriminels masculins ont une attitude de tracker, on sait les arrêter. Mais comme les mamans abusent généralement de leurs propres enfants en situation de soins, donc dans le bain, dans le lit, etc., elles ne s'affichent pas, elles ne chassent pas, et donc on ne sait pas les détecter tant que l'enfant ne parle pas. Et si c'est un petit garçon, vu qu'on est dans une société qui veut que l'homme soit fort et qui ne montre pas ses émotions, c'est une honte d'en parler. Et les féministes ne veulent pas
d'hommes à leurs réunions ne veulent pas qu'on reconnaisse les hommes, et donc forcément, il y a un double tabou autour de ça. Alors, on peut se dire qu'on avance quand même dans la bonne direction parce que on est en train de lutter contre une partie du problème. Après, nous, dans nos réunions, on aimerait que l'on lutte contre toutes les victimes de violence, vous voyez, et que l'on punisse tous les agresseurs, au lieu d'avoir un regard un petit peu genré. Moi, je me souviens d'un ami qui était au scout, et il a été confronté à certaines attitudes, certains comportements auxquels il n'aurait pas dû être confronté alors qu'il avait 10 ans. Et c'était un petit garçon, vous voyez. Il faut s'occuper de ça aussi, hein, c'est très important. D'ailleurs, dans les réseaux pédos, ils ciblent que les filles, ou alors ils ciblent aussi les garçons? Ah non, justement, et voilà. C'est ce que la majorité des gens ne veulent pas entendre. Il y a peut-être 60% de petites filles et 40% de petits garçons. Dans la prostitution, il y a 39% de maquerelles. Et au niveau des pédocriminels dans les réseaux, sur le matériel de la police, on peut voir autant de femmes que d'hommes, ou presque. Donc non, clairement, ça concerne les deux sexes, les deux côtés, ça je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que j'ai précisé majoritairement des pères parce que les dossiers que nous recevons vont dans ce sens. Oui, je pense qu'il y a aussi un phénomène sociétal. Voilà. Je suis content parce que en bousculant un peu la discussion, j'ai pu arriver à cette chose-là. Et à celle que je veux montrer, que nous voulons montrer, c'est que nous sommes égaux devant la violence et les agressions, en fait. Mais pour moi, la violence n'est pas nécessairement prérogative féminine ou masculine, elle est humaine. Effectivement, pour moi, la violence n'est pas une prérogative féminine ou une prérogative masculine, mais il faut quand même reconnaître que on est dans un système finalement qui permet parfois aux hommes de l'assumer plus que les femmes. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas victimes du système, mais je pense qu'on a des rôles sociaux qu'on essaye de nous attribuer et qui ne sont pas naturels et qui ne nous conviennent pas nécessairement. C'est beaucoup plus fourbe quand ça vient d'une femme en plus, parce qu'une femme qui manipule une autre femme et qui essaye de banaliser la violence qu'elle se fait subir, finalement, c'est bien plus fourbe parce que la jeune fille qui prend un peu cette femme comme une figure presque maternelle pourra beaucoup plus facilement accepter ces choses que si c'est un homme, par exemple, sous la violence physique. Donc en fait, les violences sont des deux côtés, mais ne sont pas utilisées de la même manière. Yeah, antispécistes, tant qu'ils exploitent et assassinent, impossible qu'on s'agisse, même si ça sera pas facile. Antispécistes, car la loi est des plus injustes, et qu'envers la morale, leur système est une injure. Antispécistes, tant qu'ils exploitent et assassinent, impossible qu'on s'agisse, même si ça sera pas facile. Antispécistes, tous ensemble on se doit d'agir, redoubler d'efforts jusqu'à ce que toutes les cages soient vides. Alors donc, après ces discussions sur les violences faites aux enfants, une pensée m'est venue. Au niveau historique, prenons un petit peu de hauteur. Pouvons-nous dire qu'il y a plus de victimes aujourd'hui au XXIe siècle qu'auparavant, ou y en a-t-il moins? Et de la même manière, est-ce qu'on s'occupe mieux des victimes aujourd'hui qu'avant? En fait, le regard de la société a-t-il changé sur les victimes de violences, les enfants que nous agressons, que la société peut agresser? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que professionnel et personnalité du secteur? Les enfants ont toujours appartenu aux adultes comme étant des objets. Ça fait réellement que 30 ans qu'on les considère comme des sujets qui ont le droit et même on a le devoir de les protéger. Donc clairement, l'enfant a toujours été agressé par l'adulte depuis la nuit des temps. Maintenant, ça ne fait que donc 30 ans que l'on applique certaines lois dans certains pays et encore elles ne sont pas toujours appliquées. Le problème aussi, c'est que le statut de reconnaissance de la victime est aussi très récent. C'est seulement depuis la dernière guerre mondiale qu'il y a eu un début de reconnaissance du statut de victime, du moins du point de vue des troubles post. Et donc du coup, tout ça est tellement récent que finalement, je pense qu'on est là maintenant dans un moment un peu historique où on se rend vraiment compte, réellement compte des répercussions de ce que deviennent ces enfants qui deviennent des adultes, qu'il faut arrêter de scinder les deux communautés, dans le sens où on a tendance à oublier qu'un adulte a été un enfant et qu'un enfant deviendra un adulte.
Et donc, pour moi, à un moment donné, il faut recréer du lien entre pour essayer de comprendre. Donc, oui, il y a une certaine évolution qui est excessivement lente, mais aujourd'hui, on est en possession de connaissances, de travaux, d'informations et de preuves qui disent très clairement que nous détruisons nos enfants, plus on les aide mal, mais il y a une majorité de professionnels qui pourraient bénéficier de ces ressources et de ces informations et qui ne les utilisent pas. Alors, je ne peux pas accuser les gens d'un point de vue individuel. Il y a un système qui est mis derrière, il y a des réglementations institutionnelles, etc. Et donc, je pense que ça se situe un peu plus au-dessus. Si nos politiques aussi faisaient un peu plus de choses, je pense que ça pourrait aller mieux. Mais je pense qu'on est toujours face à une espèce de volonté d'omerta, voire de déni, autour de cette problématique-là. Donc, là, aujourd'hui, on est dans un espèce de basculement grâce à la libération de la parole, mais aujourd'hui, il faut en faire quelque chose. Après la parole, les actes. Oui, on oublie un peu trop facilement que nos grands-parents se faisaient corriger à la ceinture et que dans beaucoup de familles, il y avait des squelettes dans les placards, des squelettes peut-être parfois qu'il fallait vraiment garder cachés. Mais moi, ce que je me demandais, c'est avec l'arrivée d'Internet, les tablettes, les téléphones, la pornographie sur Internet, est-ce qu'il y a plus d'enfants confrontés aux violences, qui subissent des violences aujourd'hui qu'à 50 ans ? Alors, plus, non, mais différentes, oui. Les supports utilisés sont différents. À partir du moment où le monde entier s'est rentré dans votre chambre, effectivement, il y a un énorme souci. Je parle d'Internet, bien sûr. Mais bien sûr, mais bien sûr, donc, les violences ont toujours existé et je pense qu'elles seront encore là pour un bon bout de temps. Mais ce qui change véritablement, ce sont les méthodes, les supports et les matériels avec lesquels on violente. C'est qu'il y a plusieurs médecins qui rappellent aussi qu'il y a une certaine banalisation de la violence qu'on appelle la violence éducative. Donc il y a des parents qui, sous prétexte que l'enfant n'obéit pas ou même des instituteurs à l'école, qui peuvent encore aujourd'hui commettre des violences, mais sans même se dire que ce sont des violences, sans même en prendre conscience, parce que pour eux, ayant vécu pire, voire la même chose, ce n'en sont plus. Donc ça a été tellement banalisé et on a tellement de mal à finalement se rendre compte que si mettre une muselière à un enfant, c'est une violence. Le frapper avec un martinet, c'est une violence. Oui. Et donc, il y a un énorme travail de prévention à faire, que ce soit à la fois auprès des parents et du grand public, et à la fois auprès des professionnels qui ont affaire tous les jours à des enfants. Effectivement, mettre un cadre, c'est construire, agresser, c'est détruire. Et je pense qu'il faut le dire. Ouais. T'enfiles ta tenue de guerre, sans hésiter devant leurs valeurs périmées. La vérité, on n'est pas venu perdre. On n'est pas tenu de rêver, tout comme Martin Luther, mais de résister, comme nos doyens qui sont moyens Luther. Y'a comme un parfum d'éther, la masse s'endort. Indigné, mets ton masque, on est déter. Va y avoir de la casse encore. Si les gens changent, doucement ou pas encore. On leur sert tout sur un plateau, ils loupent le but, après une passe en or. Puis pas venu en bécarbulant, ambiance face à ces lobbies affluents. Dis-toi que ces gars te mentent, l'ignorance une arme qu'ils voudraient s'emparer ardemment. Ils ne peuvent la poser à terre devant notre armure d'arguments. Dans leur sphère, ma prose est vite tuée. Jocelyne Porcher serait déjà morte si l'hypocrisie tuait. Si mes propos te dérangent, que mes romans storypile, retourne caresser ton chien ou ta dissonance cognitive. Maïté Lone sur RLP, qui est aussi auteur, qui a écrit Enfants abusés, enfants sacrifiés en 2020 chez Antidote, 15 €, ainsi qu'également Culture, pédocriminelle et prostitutionnelle chez Academia L'Harmatton, toujours en 2020 au prix de 25 €, que l'on trouve partout, sur Amazon, sur le site de l'éditeur, dans les bonnes librairies. Pourquoi ces deux livres ? Pourquoi la même année ? Et qu'est-ce que vous avez voulu y exprimer ? Alors le premier livre, dans celui-là, je reprends un petit peu mon parcours en tant qu'enfant placé, confronté à un système d'aide à l'enfance. J'ai vécu énormément d'injustices, d'incompréhension, de maltraitance institutionnelle. Et en devenant éducatrice, j'ai compris les dysfonctionnements qu'on a voulu finalement me faire porter. Et donc, c'est un livre qui est à la fois écrit sous le regard d'un ancien enfant du système et d'un adulte
de ce même système, donc des deux côtés de la barrière, et qui a été fait en collaboration avec des médecins, des juges, avocats, éducateurs, etc., qui viennent finalement légitimer mes propos et dire oui, il y a des milliers d'enfants qui sont placés dans le système, qui sont en permanence confrontés à des dysfonctionnements complètement absurdes et hallucinants, et qui finalement ne sont pas aidés, ou alors on les retire d'une famille violente pour les plonger dans un nouveau système violent. Oui, alors ça, on ne le dira jamais assez. Les placements d'enfants, on va intervenir et on place un enfant lorsque vraiment c'est grave. On ne va pas chercher un enfant parce que les parents se fâchent un petit peu pour le mettre dans un endroit où il est finalement pas si mal que ça, pour aller le mettre dans un endroit où il va être vraiment beaucoup plus mal à l'aise. Hein, ça, il faut le dire quand Bien même. sûr. Nous, dans la problématique, on est assez concernés par ça. Voilà, c'était une petite remarque en passant. Alors, moi, mon placement était tout à fait justifié, mais Oui, bien sûr, il bien est sûr, bien clair sûr. qu'il y a énormément de placements abusifs. Oui, et puis c'est dramatique Et- parce que là on prend des enfants, des petits Gérard, des petites Laura, des petites Léa, qui ont grandi de manière à peu près normale, et puis on va les mettre dans des endroits où ça va pas, ils sont pas surveillés, avec des vraies personnes dangereuses, et là ils se font défoncer en fait. Hein. Donc Bien il faut sûr. quand même faire attention à ce qu'on fait. Voilà. Et donc, vous avez aussi écrit Culture pédocriminelle et prostitutionnelle chez Académie Ramaton en 2020, avec une problématique qui rejoint un petit peu, hein, peut-être, éventuellement. Non. Effectivement, j'avais finalement amassé tellement d'interviews et fait tellement de rencontres durant mon année d'écriture que je me suis dit, eh bien, petit à petit, en voulant parler des enfants du système, je me suis dit, oui, mais finalement, les enfants qui sont abusés ou qui sont même vendus à des pédocriminels, on n'en fait rien. Donc, ils sont placés en institution. Parfois, on les retrouve en prison pour jeunes mineurs en tant que, finalement, délinquants et non plus en tant que victimes. Et donc, je me suis dit, mais que deviennent ces enfants par la suite ? Et je me suis rendu compte que plus de 60% des femmes prostituées avaient eu un parcours de jeunesse complètement cabossé. C'est la même chose concernant les personnes incarcérées, les personnes qui sont enfermées en unité psychiatrique, des jeunes parfois qui sont partis pour Daesh. Voilà, je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et en recréant le lien entre ces enfants du système et ces adultes complètement cabossés, j'ai voulu écrire ce livre parce que la prostitution et la pédocriminalité sont finalement complètement liées. Et pour moi, il n'est même plus possible de pouvoir les scinder et les séparer comme on le fait dans notre société. Et je pense que en recréant les liens que j'ai été capable de faire entre les chapitres, on comprend un peu mieux pourquoi est-ce que j'ose et à la fois parler des adultes et des enfants, alors qu'effectivement, notre société aura tendance à, sur papier, vouloir protéger les enfants et à dire qu'un adulte est libre et consentant et fait ce qu'il veut, alors qu'en réalité, ce n'est pas vraiment le cas. Avez-vous l'impression que l'institution judiciaire, les services sociaux, le système en général protège correctement les victimes ? Non, pas du tout. Je pense que certaines personnes bienveillantes sont un petit peu parsemées ici et là, en étant très motivées, mais en ayant souvent les mains et les pieds liés par le système. Mais on est continuellement soit face à un manque de moyens. Donc, à partir du moment où on n'a aucun moyen, on ne sait pas aller plus loin dans notre travail. Il y a un manque de formalisation. Les gens, on l'a bien vu dans certains documentaires, hein, ils peuvent engager n'importe qui pour être éducateur dans les foyers, et au final, cette personne s'avère être violente. Ouais, ça fait peur. Il y a un manque de motivation politique. Parfois, il y a des propositions, des textes de loi qui atterrissent au Parlement en telle année et finalement restent dans le fond d'un tiroir et on n'en fait rien. J'ai vraiment la sensation qu'on s'intéresse à un individu qu'à partir du moment où il a une voix électorale. Et encore, à partir donc de sa majorité, l'adulte est considéré comme étant responsable, vacciné, conscient, etc., etc., et doit être rentable. C'est d'ailleurs ce qu'on nous apprend à l'école.
Mais on ne va jamais se poser la question de tiens, pourquoi est-ce que cet adulte est dysfonctionnel? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas avec lui aujourd'hui? Mais on oublie de se demander ce que cet adulte a vécu en étant enfant, en n'étant pas aidé. Et bref, c'est encore une histoire de lien à recréer entre tout ça. Et donc non, mais on ne peut pas exiger d'une société qu'elle soit composée d'adultes qui vont bien, qui sont responsables et qui se sentent impliqués dans une collectivité, alors qu'ils n'ont même pas reçu les bases nécessaires dans leur enfance. Bien. Eh ben, c'était Maïté Lone, vice-présidente des Enfants d'Argus, membre de l'Observatoire des violences faites aux femmes en Belgique, membre d'Innocence en danger Belgique, éducatrice spécialisée, auteur, qui est venue nous exprimer son point de vue. Il faut s'occuper de nos enfants, on le dira jamais assez. Le système n'est pas autosuffisant, il faut aussi que des personnes de bonne volonté s'en occupent et le fassent. Écoutez, nous vous remercions beaucoup pour ce que vous faites et ce que vous avez fait. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Écoutez, je suis très heureuse de cet échange aujourd'hui parce que je trouve que vous avez plus de courage que certaines grandes chaînes médiatiques. Écoutez, on essaie, on vous remercie beaucoup. Merci Maïté, bonne journée à vous, bonne continuation. Au revoir, merci. À vous aussi, au revoir. Antispéciste, tous ensemble on se doit d'agir, redoubler d'efforts jusqu'à ce que toutes les cages soient vides. Yeah, redoublons d'efforts, antispé, jusqu'à ce que toutes les cages soient vides. Yeah, yeah, yeah. Ensemble on va changer ce monde. Ensemble on va changer ce monde. Ensemble on va changer ce monde. Ensemble on va changer ce monde.